On commence tout de suite en accueillant Catherine Laine, qui est enseignante-chercheuse en biologie végétale à l'université Clermont-Auvergne. Et Catherine, je l'ai vue tout à l'heure, elle ne doit pas être loin. Ben voilà, elle est là. Bonjour Catherine, ça va? Donc, je vous laisse prendre le micro de votre choix. Donc vous allez nous présenter une petite conférence sur le thème « C'est quoi un arbre ?» Il faut commencer par le commencement. Et puis donc, je vous rappelle que vous pouvez, où que vous soyez, puisqu'il y a aussi plein d'internautes qui suivent la discussion en direct, nous envoyer vos questions sur le QR code qui s'affiche. Comme ça, vous pourrez interpeller Catherine pendant cette discussion. Bonne présentation. Merci Mathieu. Merci à vous tous. Merci Marc-André. Merci Biogé. Merci la ville de Rouen pour l'accueil et puis de me donner la parole afin de vous présenter ce qu'est un arbre. J'attends le feu vert du Sherman. C'est bon. Merci. Et donc, j'ai la lourde tâche de commencer ce discours par qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Il faut qu'on se mette d'accord sur l'objet dont on va parler. Alors, je ne sais pas, j'appuie, j'imagine, sur la flèche verte. Et ai-je un pointeur? C'est quel bouton? C'est la baguette magique de la fée Clochette? Ok. Ah, ça marche. J'ai une baguette magique, moi. Donc, juste pour me présenter rapidement, je suis enseignante-chercheuse à l'université Clermont-Auvergne, donc à Clermont-Ferrand, et je travaille dans un laboratoire qui a 2 tutelles, vous voyez, l'université et l'INRAE. Moi, je suis universitaire. Ce laboratoire, c'est le PIAF. Le PIAF, ce n'est pas un laboratoire d'ornithologie, contrairement au nom. C'est un acronyme qui signifie la physique et la physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant. Alors, c'est complexe. Qu'est-ce qu'on fait dans ce laboratoire? On étudie les capacités des arbres à percevoir les facteurs de l'environnement, la sécheresse, le froid, le vent, et à répondre de manière adaptée. Donc on étudie en fait ce qu'on appelle la sensibilité des arbres. Voilà, ça c'est pour savoir qui vous parle. Et donc c'est quoi un arbre? Donc un arbre, eh bien, il y a ici une photo d'un chêne dans sa futaie et on va essayer de définir ce qu'est un arbre. Pour cela, il y a une définition que le botaniste utilise. Je suis botaniste de formation, donc je commence par celle-là. Dans cette définition, un arbre doit être une plante terrestre, emplie de bois, donc ce qu'on appelle une plante ligneuse. Deuxième case à cocher, l'arbre possède une tige dominante, qui est le tronc, un tronc unique. Troisième case à cocher, cet arbre doit faire plus de 7 mètres de haut, 5 à 7 mètres, ça dépend des écoles, à l'âge adulte. Quatrième case à cocher, il doit avoir un corps autoportant. Ça veut dire qu'il se dresse dans le milieu aérien, non porteur, de manière autonome. Ce n'est pas une liane, ce n'est pas le lierre qui a besoin d'un support. Et dernière case, c'est une plante pérenne. Ça veut dire une plante qui vit plusieurs années, qui va, dans nos forêts tempérées, passer des saisons difficiles, ce qu'on appelle la mauvaise saison, c'est-à-dire l'hiver, et qui doit donc être adaptée à ce passage. Ça, c'est la définition du botaniste, et vous allez voir que c'est une définition qui est un peu rigoriste, parce qu'en fait, il y a plein d'exceptions. Et donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Donc, la première, être une plante ligneuse, donc avoir du bois. Oui, mais quand je regarde l'intérieur d'une tige de lin, ici à gauche, en microscopie, et que je la compare à l'intérieur d'une branche, une jeune branche de ce peuplier à droite, eh bien, je vois dans les 2 cas qu'il y a du bois. Ce bois, vous le voyez, je le reconnais au fait que les cellules sont bien rangées. Tout ça, c'est du bois. Parce que, en fait, les 2 plantes, qu'elles soient herbacées à gauche ou ligneuses à droite, possèdent un cambium qui est une couche de cellules souches qui se trouve juste sous la surface de la tige, et ce cambium fabrique le bois. Donc j'ai du bois aussi dans les plantes herbacées. Ok, donc si arbre égale bois, bois n'est pas égal à arbre. Une deuxième exception, eh bien, c'est qu'il y a des plantes qui ressemblent diablement à des arbres. Alors, je peux voir ici des palmiers sur cette plage, ici une fougère arborescente, ici je suis dans une forêt de bambous, une bambouseraie, et j'ai quand même l'impression, drôlement, d'être au pied d'arbres. Et ces plantes-là, quand on regarde à l'intérieur, n'ont pas de bois. Donc on peut être un arbre
du moins ressembler à un arbre sans avoir de bois. Donc on peut avoir des arbres sans bois, des arbres sans cambium. Et donc on va plutôt, quand on définit l'arbre, parler d'un port d'arbre, une architecture d'arbre, ce qu'on appelle un port arborescent. Ce port arborescent qui va être effectivement d'avoir ce tronc, cet axe unique qui porte très haut les feuilles vers la lumière. Le tronc unique, donc avoir une tige dominante, un tronc unique. Mais moi je connais plein d'arbres, et je suis sûre que vous aussi, qui n'ont pas de tronc unique. Vous avez ici ce bouleau, ce châtaignier, qui sont ce qu'on appelle des cépées, c'est-à-dire qui ont repoussé plusieurs brins, plusieurs troncs après avoir été récoltés, après avoir été coupés. Donc ça repousse de la souche et ça fait ce qu'on appelle une cépée. Est-ce que pour autant ce châtaignier n'est plus un châtaignier ? Non, il reste un châtaignier, c'est-à-dire un arbre. De même pour ce bouleau. Ou bien, autre exemple, vous avez ici un tilleul magnifique, pris à Pulverrières en Auvergne. Et vous voyez que ce tilleul, il a 2 axes, il a 2 troncs. C'est un arbre bicéphale qui, après un accident, s'est reconstruit en mettant en place 2 troncs. Est-ce pour autant que cet arbre n'est pas un arbre ? Ça reste un tilleul. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que vous voyez ces cépées, le bouleau à gauche ou le tilleul à droite, vous voyez que le houppier, l'ensemble des branches, continue à former un houppier qui semble unique. Chez le tilleul, c'est particulièrement vrai parce que la forme du houppier du tilleul, on dit, je ne sais pas si vous savez ça, pour reconnaître le tilleul en hiver, ce houppier a la forme de sa feuille, en gros, une forme un peu en forme de cœur. Et je retrouve dans cet arbre bicéphale un houppier unique qui ressemble au houppier d'un arbre unique, au tronc unique. Donc on a des arbres multitroncs, voilà une exception à la règle. Ça souligne que dans la définition de l'arbre, on oublie une notion importante qui est celle de la plasticité. La forme d'un arbre, la vie d'un arbre est très plastique. Dans les arbres, dans les forêts, le plastique, c'est fantastique. Parce qu'en fait, il y a cette possibilité de changer de forme et de s'adapter aux contraintes et à son histoire. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Autre exception, la hauteur, au-delà de 7 mètres. Alors, si l'arbre n'a pas atteint 7 mètres, on dit que c'est un arbuste, quand on est un botaniste très rigoureux. Mais il y a des arbres, regardez, ici, je vous présente un pin sylvestre, qui pousse sur un pierrier très aride, où il n'y a pratiquement pas de sol. Et cet arbre-là, il a une 60aine d'années quand même. Hein, et il fait à peine 40 cm de haut. Et puis, il y a ces copains-là, qui ont d'ailleurs ensemencé le pierrier de leurs graines, qui, eux, mesurent effectivement plus de 7 mètres de haut. Ils ont une 20aine de mètres de haut. Donc, est-ce à dire que celui-là, ce pin sylvestre, n'est pas un arbre, alors que ses frères, qui sont juste autour, sont des arbres ? Donc, on est un arbre aussi, même si on est mal nourri. Et donc, si on n'atteint pas du tout cette hauteur de 7 mètres. Vous êtes un arbre aussi lorsque, finalement, vous êtes greffé. Un arbre greffé, ici, vous avez un exemple des cerisiers du parc de Sceaux, qui sont des arbres greffés, qui n'atteignent pas 7 mètres de haut. Est-ce à dire que ces cerisiers ne sont pas des arbres ? Troisième contre-exemple, les trognes. Les trognes, c'est-à-dire cet arbre dont le mode de conduite est particulier. Hein. On étête cet arbre à intervalles réguliers et l'arbre va reproduire son houppier en reconstituant ici différents axes. Certains vont dominer, hein. On aura 3-4 troncs qui vont repousser de chaque morceau. Et donc, est-ce que ce peuplier, qui mesure à peine ici 3-4 mètres de haut, est-ce qu'il n'est pas un arbre ? Donc, vous aurez compris mon propos. La hauteur, ce n'est pas un bon critère, parce que tous ces arbres sont potentiellement des arbres. Et donc, là aussi, dans la définition, il faudrait introduire cette potentialité d'être un arbre. Alors, pour autant, la recherche scientifique, je ne le fais pas apparaître là, mais a recherché dans les génomes de ces arbres la présence de gènes d'arbres. Est-ce que ça existe, un gène d'arbre ? Eh bien, ça n'existe pas. On n'a pas trouvé de gène spécifique de l'arbre. Alors finalement, définir l'arbre, c'est comme définir la bêtise, c'est presque impossible.
Et pourtant, nous en connaissons tous d'excellents exemples. Donc j'emprunte cette citation au journaliste Alessandro Baricco, qui avait été reprise dans les ouvrages de M. Hallé, et je trouve formidable, parce que oui, on sait tous ce qu'est la bêtise, mais c'est difficile à définir. Un arbre, c'est un petit peu du même acabit finalement, et donc cette définition, elle devrait peut-être être moins restrictive et un peu plus souple. On a vu qu'il faudrait peut-être y introduire la notion de pore, la notion de potentialité, la notion de plasticité, et donc finalement, introduire les particularités de cette plante arbre. Ces particularités qu'on va développer après cette conférence dans la table ronde. Mais je vous en montre ici quelques-unes. Alors, j'en ai choisi quelques-unes, d'abord pour vous montrer que cet arbre, c'est un être d'abord parcimonieux. Parcimonieux, économe. Pourquoi ? Parce que quand on regarde l'intérieur d'un arbre, ici un amandier, et ici la bordure de cet arbre coupé, vous allez trouver le tissu majoritaire qui remplit les axes, le bois, on l'a dit, qui peut être de 2 couleurs, selon qu'il est jeune, l'aubier est vivant, ou qu'il est âgé, le duramen est mort. Et puis, à la périphérie, vous allez trouver l'écorce. L'écorce est ce qui se détache de la bûche lorsqu'elle sèche. Et dans cette écorce, eh bien, je vois qu'il y a 2 couches. J'ai 2 couleurs, et toutes les écorces sont faites de la même façon. Ces 2 couches, ce sont à l'extérieur le liège, qui protège l'arbre de l'environnement. Et puis, coincé entre le liège et le bois, vous avez le libère, dont l'un des rôles majeurs est de permettre la circulation de la sève fabriquée par les feuilles. Donc voilà, j'ai fait le tour à peu près. Alors pas tout à fait, pour être tout à fait juste, il faut que je rajoute une couche de cellules souches entre le bois et le libère, c'est le cambium qui fabrique le bois vers l'intérieur, le libère vers l'extérieur. Et puis une autre zone de cellules souches qui va être, pardon, je me trompe de bouton, le phélogène, qui est juste à la base du liège et qui fabrique le liège vers l'extérieur. Et j'ai fait le tour. Ça veut dire que dans un arbre, j'ai 3 tissus principaux, du bois, du libère, du liège, et 2 zones de cellules souches. C'est tout. Savez-vous combien vous avez de tissus dans votre corps assis là devant moi ? Eh bien, vous en avez entre 250 et 300 différents. Ça veut dire que la voie évolutive, la voie végétale est une voie parcimonieuse, très peu de tissus différents, mais qui remplissent toutes les fonctions nécessaires pour la vie. Alors que la voie animale est plus complexe, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Vous avez 2 stratégies, 2 voies évolutives différentes, dont l'une donc est parcimonieuse. Et cette parcimonie, elle se retrouve dans l'alimentation de cet arbre. L'arbre est un être frugal. Ici, vous avez un chêne qui est présenté un peu en transparence parce qu'il y a des choses qui vont apparaître sur lui. De quoi se nourrit cet arbre ? Alors, il se nourrit, eh bien, c'est déjà marqué en bas, il se nourrit comme vous, comme nous, comme tout le monde, comme tout le vivant. Il se nourrit de matière organique carbonée. Cette matière organique carbonée, je l'ai fait représenter là sous forme d'une molécule de glucose, mais c'est ce qu'on a mangé ce midi au restaurant. On a mangé de la matière organique carbonée. Et cette matière organique carbonée, elle nous sert de carburant, donc pour avoir de l'énergie, pour faire fonctionner la machine, et elle nous sert de matériaux. Des matériaux pour grandir quand on est petit, puis des matériaux pour à peu près se maintenir en bon état tout au long de notre vie. Eh bien, l'arbre, c'est exactement pareil. Il a besoin d'énergie et de matériaux, des matériaux pour grandir, de l'énergie pour faire tourner la machine et faire fonctionner ses cellules. C'est la même chose. Donc il ne mange pas différemment de nous. Alors, je suis sûre que vous êtes très choqués parce qu'on ne vous a pas appris ça. Mais en fait, la grosse différence, la différence fondamentale, c'est que l'arbre est un être vert et qu'il fabrique cette matière organique carbonée dont il a besoin, alors que nous, on l'avale, on récupère de la matière organique carbonée déjà faite. Lui, il la fabrique de toutes pièces, à partir de matières minérales, à partir de l'air, dans lequel il y a du dioxyde de carbone, de l'eau, du sol, qui contient des minéraux dissous, donc finalement c'est un peu d'eau minérale. Et puis, pour réduire le carbone qui est ici sous forme minérale dans l'air, pour réduire ce carbone dans la matière organique, pour en faire de la matière organique, il a besoin d'énormément d'énergie. Et cette énergie, il la trouve dans le soleil dans lequel il baigne, l'énergie solaire qui va permettre la réduction de ce carbone dans la matière organique. Pour fabriquer donc des sucres,
Voilà, le glucose ici marqué. Les sucres, c'est la matière organique carbonée, hein, des groupements CHO qui sont accrochés les uns aux autres. Et ces sucres vont nourrir tout le corps de l'arbre. Et au passage, l'arbre rejette de l'oxygène, cet oxygène qui finalement est un déchet de la photosynthèse. Alors il en rejette une part parce qu'il en produit beaucoup, puis il en utilise sur place parce qu'il respire aussi hein. C'est quand même un être qui vit dans le milieu aérien. Donc voilà pour la frugalité, c'est-à-dire se nourrir de matière minérale et fabriquer de toutes pièces sa matière organique carbonée. Ça, c'est le processus de la photosynthèse que vous connaissez en général. Troisièmement, une autre particularité intéressante de l'arbre, c'est son développement. L'arbre est une plante qui est capable, comme toutes les plantes, de se développer sans fin, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Pourquoi ? Parce qu'il va être animé de deux types de croissance. La croissance en longueur de ses axes. Alors pour l'illustrer, j'ai mis ici une petite plantule de chêne qui pousse par les deux bouts, en gros. Ça pousse par l'extrémité apicale ici pour allonger la tige et mettre en place des feuilles. Et puis ça pousse par toutes les extrémités racinaires pour explorer le sol. Et cette croissance en longueur, la voilà ici sur les branches d'un arbre, un arbre déjà bien établi. Ici, l'extrémité d'une branche de chêne. Et vous voyez bien, le bourgeon terminal de cette branche s'est ouvert pour libérer la branche feuillée qu'il contenait, et ce qui va permettre d'allonger la pousse principale, la branche principale, tandis que les petits bourgeons axillaires ici s'ouvrent pour ramifier cette branche. Et ça se passe à chaque printemps, de façon régulière et répétée jusqu'à la mort de l'arbre. Même sur un arbre sénescent, il y aura toujours quelques bourgeons qui s'ouvriront au printemps, et ces bourgeons sont la preuve que cet arbre sénescent est toujours en vie. Et puis, il n'y a pas que la croissance en longueur, il y a bien sûr la croissance en épaisseur. Ces axes qui s'allongent vont s'emplir de bois, d'un anneau de bois, dès la première année de leur allongement. Et si vous coupez dans cette branche d'1 an, vous allez voir un cerne de bois. Si vous coupez dans une branche de 2 ans, ici en bas, alors c'est la même branche qui s'est allongée ici par son bourgeon terminal, qui a mis en place sa pousse annuelle, feuillée. Les feuilles, évidemment, ne poussent pas sur les anciennes portions de branches. Donc, il y a des feuilles que sur les portions annuelles, que sur le bout des branches. Et ici, vous avez la mise en place d'un cerne de bois, le cerne bleu, qui, en bas, s'ajoute au cerne de l'année d'avant, le cerne vert. Et idem, à 3 ans. Je vous ai épargné les 700 ans qui suivent. Donc, on n'en aura que 3, mais vous voyez ici, donc, si je coupe à la base de cette jeune pousse de 3 ans, je vais trouver 3 cernes de bois. Et donc, ça aussi, en général, on le sait, il y a une couche de bois par an, un cerne de bois ajouté à la périphérie de l'arbre qui va permettre sa croissance en épaisseur. Et il y en a un qui l'a bien compris, c'est Giuseppe Pennone, qui est un sculpteur italien du mouvement de l'arte povera, l'art pauvre. Et Giuseppe Pennone, c'est un sculpteur, c'est un artiste très scientifique en fait. Et Giuseppe, il remonte le temps. Regardez, dans cette bille de bois d'un cèdre de 300 ans qui était tombé au moment de la tempête de 99 dans le parc de Versailles, il a procédé là dans son atelier, il a ouvert une fenêtre, il a enlevé l'écorce et ensuite il a remonté le temps en enlevant les cernes de bois les uns après les autres, jusqu'à tomber sur un nœud, une branche, et remonter la branche. Et donc, il dégage de la gangue de bois dans lequel il se trouve englué le jeune arbre que ce vieil arbre était il y a 300 ans. Et donc ici, ce n'est pas une sculpture, c'est simplement l'arbre jeune dégagé de sa gangue de bois, parce que cet arbre, il s'auto-emballe d'année en année, il se construit sur lui-même. Si j'ose dire, il se fossilise. Il s'auto-fossilise. Et dans un tronc, dans un rondin de bois, vous penserez à ça quand vous regarderez la prochaine fois une souche. Vous verrez, le jeune arbre, il est là au cœur de l'arbre. Et il reste toujours présent. Le jeune homme ou la jeune fille que nous avons été n'existe plus dans notre corps, ou peut-être un peu dans notre mémoire, et encore souvent édulcoré. Par contre, ici, dans le corps de l'arbre, vous avez l'archive complète de sa vie. Alors cet arbre, c'est une architecture d'élévation, on l'aura compris, on a parlé de plus de 7 mètres de haut, structure d'élévation de milliers de petits panneaux solaires que sont les feuilles dans lesquelles a lieu la photosynthèse et qui permet une exploration verticale de l'environnement.
Et cette surface d'échange, ces feuilles qui sont une surface d'échange avec le milieu aérien, sont donc très nombreuses, portées par ce houppier très développé, et permettent donc une externalisation de cette surface dans le milieu aérien. Et vous avez la même chose dans le milieu souterrain, où les racines se ramifient, et elles représentent la surface d'échange entre l'arbre et le sol. Et là aussi, cette ramification très fine permet une externalisation de la surface d'échange. Et ça, c'est possible parce que cet être se développe chaque année en ajoutant de nouvelles portions de branches, en ramifiant les portions anciennes, en ramifiant les racines, etc. Donc, je vous ai présenté le développement parce que ça me permet de m'appuyer dessus pour vous montrer ce processus d'externalisation des surfaces. Chez nous, c'est l'inverse. Nos surfaces d'échange, elles sont internalisées, elles sont repliées à l'intérieur de notre corps, nos poumons, notre tube digestif, etc. Et pour s'ériger dans l'air, pour construire cette surface portante, il faut un squelette mécaniquement idéal, c'est-à-dire du bois. Et dans ce bois, je vais avoir... Alors, c'est quoi être mécaniquement idéal? C'est avoir un squelette léger, rigide et résistant. Là, c'est une coupe de bois au microscope, c'est plein de trous. Et comme c'est plein de trous, eh bien, c'est poreux. Donc, c'est un matériau léger. D'autre part, tous ces trous sont bordés de murs en cellulose qui sont imprégnés de lignine. C'est très rigide, la lignine. C'est comme une colle forte. Et donc, ces parois lignifiées apportent la rigidité à ce matériau. Et enfin, la résistance. Dans ce bois, vous avez des éléments très allongés dans le sens du tronc, les éléments vaisseaux ici et fibres. Et ces éléments verticaux s'entrecroisent ici par des éléments horizontaux. Ce sont les rayons du bois qui forment le système horizontal. Et les deux entrecroisés, selon le principe du tenon et de la mortaise, c'est très résistant au vent. Je me dépêche parce que Mathieu me fait signe. J'ai cité la plasticité, juste je parle ici de cette plasticité. Le chêne du début, dans sa futée, le même, qui pousse dans un pré isolé. C'est la même essence, c'est la même espèce. Ce n'est pas le même individu, mais c'est la même espèce. Et vous voyez que quand on est isolé, on peut s'étaler et avoir un tronc court. Quand on est en futée, étant donné qu'on a des congénères autour de soi, on s'élève très fortement. C'est cette plasticité. Et pour cela, il faut que cet arbre soit capable d'analyser en permanence son milieu. Et donc, là aussi, ces êtres sont capables de se voir entre eux, d'analyser la présence de congénères. Et ça passe par des signaux lumineux. Je vais aller un petit peu plus vite. Ces signaux lumineux qui passent par la perception de lumière infrarouge par des pigments appelés les phytochromes et qui prouvent par là même qu'un arbre est un être sensible, capable de percevoir les signaux infrarouges qui sont réfléchis par les feuilles du voisin et de répondre par une réponse de croissance en conséquence. Cette réponse de croissance qui explique les zones d'écartement des houppiers entre eux, ce qu'on appelle la timidité des houppiers. J'ai presque fini. Je terminerai par l'être résilient et résistant. Résistant, ça veut dire s'endurcir face aux contraintes. Et résilient, ça veut dire surmonter les traumatismes. Et un arbre est capable de faire cela. S'endurcir face aux contraintes. Un seul exemple, ces arbres qui sont sculptés par le vent, qui ont une croissance très particulière face au vent dominant. Surmonter les traumatismes, ce vent qui peut incliner un tronc, et ce tronc va se redresser à la verticale grâce à des mouvements de courbure. Donc se redresser par des mouvements de courbure et se rectifier et finir parfaitement vertical vers le haut. Ça, c'est de la résilience. Et ça, c'est ce que j'appelle le plan A. Et le plan B, c'est quand vous êtes complètement tombé au sol à cause de ce coup de vent, mais que vous êtes resté enraciné ici. Cet arbre-là a retrouvé la verticale en réitérant, en fabriquant des axes verticaux à partir de bourgeons cachés sous l'écorce. Ça, c'est de la résilience. Retrouver la verticalité qui est la dignité même de l'arbre. Alors ça aussi, pour faire ça, il faut être capable de percevoir son inclinaison, de percevoir le vent et donc d'être sensible. Et puis, c'est vraiment la dernière. L'arbre, c'est aussi un support de vie, bien sûr. J'ai mis ça comme un HLM à biodiversité. Il y en a, bien sûr, au niveau des racines. Ici, c'est une photo d'une ectomycorhize. Donc, on a autour des racines une zone où se développent des tas de micro-organismes qui forment ce qu'on appelle la rhizosphère, la petite sphère d'influence de la racine sur le sol. Vous avez la même chose au niveau des feuilles. Les feuilles sont recouvertes de micro-organismes. Et il y en a même à l'intérieur, qu'on appelle l'endosphère. Et donc ces trois sphères, rhizosphère, phylosphère et endosphère, c'est bourré de microbes en fait,
un arbre, en fait, c'est bourré de microbiotes ou microbiomes avec des organismes positifs, amis, et des organismes plus dangereux, ennemis. Et puis, bien sûr, dans un arbre, ce qu'on appelle les dendro-micro-habitats, donc dans toutes ces fissures, ces cavités, ces soulèvements d'écorce, ces blessures, se développent tout un tas d'organismes, accueillent tout un tas d'organismes, et plus l'arbre est vieux, plus l'arbre est riche en biodiversité. Donc il faut laisser les arbres vieillir, il faut laisser les arbres se détériorer, parce que plus ils sont vieux et plus ils sont riches. Voilà, ça c'était pour copier, Marc-André l'a pas vu, mais vous avez vu apparaître rapidement le jamais seul, c'est pour copier la formule de Marc-André Sellos. Voilà, donc en conclusion, en plus de la définition botanique, je vous ai montré différentes pistes pour essayer de définir cet arbre, ce port arborescent, l'architecture d'élévation, le côté frugal et parcimonieux, le développement sans fin qui explique aussi la plasticité, cette plasticité qui n'a pas lieu sans la sensibilité, la résistance et la résilience, le fait qu'un arbre est un écosystème à lui tout seul, et tout ce que je n'ai pas dit dans cet exposé. Merci beaucoup. Merci Catherine Laine. Merci, merci. Alors, on va voir si le système avec le QR code fonctionne ou pas, parce qu'on a aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, des amis qui nous suivent à distance. Donc, si vous avez des questions pour Catherine Laine, eh bien, n'hésitez pas à nous les poser. Alors, je ne sais pas, peut-être que les questions doivent s'afficher. En tout cas, nous avons aussi des micros, donc ça peut tout à fait servir. On va faire ça à l'ancienne aussi. Qui souhaite interroger Catherine? Est-ce que vous avez des questions pour rebondir, réagir? Monsieur, alors, je ne sais pas comment on fait avec qui s'occupe des micros d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui gère ça ou... Bon, on va vous passer... voilà. Super. Voilà, il y avait le monsieur qui était ici, là. Voilà. Logiquement, ça doit marcher. Oui. Impeccable. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots l'anastomose? Alors, l'anastomose, c'est un gros mot scientifique. On dit aussi, avec le langage plus courant, la greffe. C'est de la greffe entre des organes. Donc, l'anastomose, elle a lieu souvent chez les arbres au niveau souterrain, au niveau des racines, parce que dans ce sous-sol, les racines il y a beaucoup de promiscuité. Les racines sont denses, se chevauchent et donc se touchent. Et en se touchant, elles vont continuer à grossir. Vous savez, la croissance en épaisseur dont j'ai parlé, il y a un moment où elles vont se gêner, elles vont se frotter, les écorces s'abîment, et finalement, les cambiomes vont finir par se toucher et par fusionner. Et tout ce que je raconte là, jusqu'à preuve du contraire, ça se passe entre racines de même essence. Donc il est possible effectivement que les arbres fusionnent entre eux, et il y a des champions de ça. Par exemple, vous allez dans une haie trait, vous êtes sûr de voir des anastomoses au niveau des racines apparentes, donc au niveau des talus, ou bien même dans les parties aériennes, les branches peuvent fusionner assez facilement. Et donc ça va former des ponts. Donc ces anastomoses, la greffe est prise, si j'ose dire, lorsqu'il peut y avoir des échanges d'eau et de sucre entre deux arbres greffés. Et nous, hommes, nous avons détourné ce processus naturel de l'anastomose pour faire de la greffe, greffer nos arbres fruitiers. Alors nous, on force un peu, on met en contact des cambiomes de genres différents ou d'espèces différentes pour construire des chimères, finalement. Allez, une autre question. Qui souhaite... voilà, jeune homme, je ne sais pas, ou jeune fille, ou madame. Ah non, madame, bonjour, pardon. Je suis une femme. Oui, je ne vous avais pas vu. Merci. Je voulais vous demander, est-ce qu'on peut parler aussi de l'importance des hormones végétales? Bien sûr. Alors, vous avez quoi, 5-6 heures devant vous, à peu près? J'adore. Non, mais vous avez raison d'évoquer ces hormones que je n'ai pas évoquées. Le corps de l'arbre, le corps d'une plante est baigné de signaux internes. Et ces signaux internes, pour certains, sont des signaux chimiques. Et dans cette chimie, il y a des hormones végétales. Une hormone, c'est une substance qui est capable d'agir à un endroit à faible concentration et de déclencher un processus. Et le propre du monde végétal, c'est encore une fois la parcimonie. C'est-à-dire que dans une plante ou un arbre, il y a
pas... Enfin, il y a moins d'hormones que dans un corps d'homme ou de femme. Donc, ces hormones, par contre, elles sont pléiotropes. Elles ont un effet pléiotrope, ça veut dire elles ont des effets multiples et elles vont agir en balance les unes avec les autres. C'est-à-dire que, par exemple, on vient de vivre la chute des feuilles, des feuillus. Eh bien, cette chute des feuilles, elle est liée à une balance hormonale qui s'inverse en fin d'été. Jusque pendant l'été, c'était l'auxine qui gagnait sur l'éthylène. Voilà 2 hormones végétales que j'ai citées. Et dans la feuille sénescente, comme dans tout organe sénescent d'ailleurs, ça s'inverse. L'éthylène devient plus important que l'auxine et gagne. Et donc, vous voyez que le signal de maintien de la feuille, c'est plutôt l'auxine. C'est une hormone de croissance, l'auxine. Et l'éthylène, c'est l'hormone du vieillissement. Et quand elle prend le dessus, eh bien, on voit la feuille jaunir et puis tomber. Allez, une autre question. Est-ce que des mains se lèvent? Non. Alors, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Catherine Laine. Merci infiniment. Merci à vous. Et à plus tard, parce qu'on vous retrouvera à l'occasion des discussions.